Alors dans ce deuxième épisode de la liberté au Moyen Âge, nous allons aborder la raison et la foi. Ce débat qui a traversé tout le Moyen Âge et qui a été l'occasion d'une grande confrontation, notamment entre les tenants d'un, on va dire, un rationalisme religieux et les tenants plutôt d'un mysticisme anti-rationaliste. Alors, en effet, on peut distinguer deux chemins vers la vérité. L'un qui est la raison, qui part de l'expérience sensible, empirique, et qui va remonter par le raisonnement, par la causalité, vers l'idée de l'existence d'un Dieu. Et puis un autre chemin, c'est celui de la foi, qui lui part de Dieu, c'est-à-dire part de la révélation, Dieu qui se révèle à l'homme par les Écritures, et par l'interprétation de ces Écritures, eh bien, on va tâcher d'expliquer la réalité. Mais comment concilier ces deux chemins? Sont-ils compatibles? Telle est la grande question qui va animer notamment les universités qui apparaissent au Moyen Âge. Alors, cette confrontation intellectuelle de premier plan va donc opposer mysticisme et rationalisme religieux. Le mysticisme exclut la raison de la foi, la considérant comme absolue et au-delà du raisonnement. En fait, l'idée, c'est que Dieu serait tellement incompréhensible, tellement transcendant, que du fait des limites de notre propre esprit, nous ne pourrions rien dire sur Dieu et ni sur le monde. Finalement, c'est un point de vue qui est à la fois anti-théologique et anti-scientifique. À l'opposé, le rationalisme religieux prône une complémentarité entre raison et foi, où la vérité est accessible des deux manières, c'est-à-dire les deux chemins vers la vérité sont possibles. Pour Thomas d'Aquin, la raison peut appréhender le monde jusqu'à un certain point où la volonté peut choisir de croire ou de ne pas croire. Pascal, le grand philosophe français, Pascal a dit deux excès, exclure la raison, n'admettre que la raison. Et par là, Pascal a bien résumé, je dirais, l'esprit de la pensée médiévale. Dans le rationalisme religieux, eh bien, Abélard, qui était un maître de l'université de Paris, un des grands théologiens du XIIe siècle, eh bien, Abélard est l'un des premiers penseurs à défendre une approche rationnelle de la théologie. Il affirme que la raison peut être un outil précieux pour comprendre la foi et pour tenter de résoudre les contradictions qui existent dans la Bible, par une sorte d'analyse critique. Ça lui vaudra d'ailleurs pas mal de critiques, hein. En tant que précurseur de ce rationalisme, il sera beaucoup critiqué, mais saint Thomas d'Aquin lui donnera raison sur ce point. Alors la naissance des universités, c'est un événement majeur au Moyen Âge. Ces universités vont rayonner à travers toute l'Europe. La première, elle naît au XIe siècle sous l'impulsion de l'Église catholique à Bologne, en Italie. Et le mot université vient de universitas en latin qui désigne l'unification de différentes disciplines dans une communauté de maîtres et d'élèves. Donc ce sont des centres de recherche et d'enseignement, et après Bologne, on aura notamment l'Université de Paris qui est créée en 1200 et qui deviendra rapidement la plus réputée d'Europe. Mais les universités comportent 4 grandes facultés. La faculté des arts. Alors la faculté des arts, elle comprend ce qu'on appelle le trivium, la grammaire, la rhétorique et la dialectique, et le quadrivium, c'est-à-dire la musique, l'arithmétique, l'astronomie et la géométrie. Ensuite, on a la faculté de théologie, qui comprend la philosophie, puis la faculté de droit et de médecine. Et on voit que ces disciplines ne sont pas toutes des disciplines religieuses, on a vraiment des disciplines laïques, proprement dites. Enfin, la Sorbonne, qui est connue et réputée dans le monde entier, eh bien, elle a été fondée en 1253 par Robert de Sorbon à Paris. Alors au sein de ces universités, une nouvelle méthode d'enseignement et de recherche apparaît et elle est appelée scolastique, du latin scola qui veut dire l'école. Et dans cette scolastique, on pratique la disputatio. La disputatio, c'est une sorte de débat contradictoire devant un auditoire où le maître propose une thèse. Cette thèse va être discutée par les élèves, elle va faire l'objet d'objections, et le maître ensuite va trancher le débat en faveur d'une solution argumentée.
Les grands maîtres aristotéliciens, parce qu'en fait, la scolastique est souvent l'héritière de la philosophie d'Aristote. Et à Paris notamment, Albert le Grand et Thomas d'Aquin vont véritablement marquer de leur empreinte eh bien cette méthode, ce style. Chez Thomas d'Aquin, on connaît son œuvre, notamment la Somme théologique, qui est un ouvrage magistral dans lequel toutes les questions possibles autour de la théologie et de la philosophie sont posées, sont suivies d'objections, puis d'une thèse, et enfin d'une réponse aux objections. L'ascension du rationalisme religieux, en effet, en Occident, en Europe en tout cas, le rationalisme religieux a fini par l'emporter sur le mysticisme. Thomas d'Aquin a établi la raison dans ses droits, soulignant la spécificité et l'autonomie de la sagesse philosophique par rapport à la théologie. La foi suppose et perfectionne la raison. Autrement dit, la foi ne détruit pas la raison. Et c'est peut-être là d'ailleurs un point d'achoppement important entre le christianisme et l'islam, car à l'époque, l'islam est présente en Europe, notamment en Espagne, et on a des penseurs comme Averroès qui sont encore justement des rationalistes religieux. Averroès défend l'autonomie de la raison également. Mais bien vite, en islam, c'est plutôt la pensée des juristes qui va prédominer et un certain mysticisme, c'est-à-dire une forme de mépris pour la philosophie et pour la raison. Donc les 3 points sont ici résumés. La raison est établie dans ses droits, autonomie de la sagesse philosophique et complémentarité entre la foi et la raison. Alors, l'héritage intellectuel du Moyen Âge, eh bien, il réside dans le fait que, justement, la raison et la foi ne sont pas en opposition, mais sont plutôt complémentaires. La raison peut conduire à des vérités que la foi euh, pose à partir de l'écriture. Donc, il va y avoir une sorte de recoupement entre, par exemple, les vérités morales. Si on prend la question de la morale, la raison, la philosophie peut avancer un certain nombre de principes en morale, principes que l'on trouvera également énoncés dans la Bible. Et donc, l'argumentation théologique et l'argumentation philosophique peuvent s'allier et peuvent se recouper pour se renforcer. Donc cette synergie entre la raison et la foi, elle a permis l'essor des universités, de la pensée scolastique, même si malheureusement, on le sait, cette pensée scolastique, cette méthodologie pourra par la suite un peu se rigidifier, devenir une sorte de catéchisme qu'on va réciter et qui perdra un petit peu de sa vie, de sa dynamique. C'est Descartes, par exemple, dans le discours de la méthode, qui en parle avec un certain mépris parce que ce qu'il a connu lui dans l'école dans laquelle il était, eh bien, c'était cette pensée scolastique qui n'avait plus véritablement de raison qui se récitait sans être vraiment comprise. Et il va se débarrasser un peu de ce vocabulaire et il va poser les bases d'une nouvelle philosophie en partant de ce fameux cogito.